Bon, bonjour à tous. Pour le Laboratoire de la République, aujourd'hui, on s'est dit qu'il était important de parler création et intelligence artificielle. Il y a énormément de débats en cours actuellement. L'arrivée de Sora qui pose de nombreuses questions. Et pour autant, on va dire qu'il y a deux grandes tendances. La première qui consiste à dire il faut dompter la bête et on peut faire vraiment des choses très créatives, très nouvelles, très différentes grâce à l'IA. Et puis, il y a toute une autre partie de la population qui soit est dans le déni, soit dans la peur et qui considère que finalement, les nouvelles formes d'IA, que ce soit Midjourney, Generative IA et autres, resteront des éléments froids, n'y arriveront pas. Et d'autres qui sont aussi un peu dans une forme de déni et qui indiquent plutôt qu'on va arriver vers des intelligences artificielles totales qui vont remplacer l'humain et la création humaine. Donc aujourd'hui, on est là pour discuter un petit peu de ça et puis pour remettre un petit peu, je dirais, l'église au centre du village sur le sujet. Et pour ce faire, j'ai deux Jedi de la question de la création numérique. Niels, bonjour. Bonjour. Et donc Thierry, bonjour Thierry. Je vais vous laisser vous présenter pour commencer et un peu dire ce que vous faites. Donc je vais commencer par toi, Niels. Tu as monté le Cube qui maintenant est à Garches. Est-ce que tu peux raconter ta vie, ton œuvre et puis ce que vous faites au Cube? Avec plaisir. Merci beaucoup pour cette invitation à discuter. Bonjour Thierry. Et alors, le Cube, oui, c'est un centre de création numérique qui a été créé en 2001, donc était pionnier en France dans le domaine des arts numériques et des pratiques créatives numériques, qui a été aussi un gros volet de son activité. Et donc, quand on l'a ouvert en 2001, c'était un ovni culturel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, création numérique, ça paraît très banal. En 2001, on n'était pas là du tout. Et donc, on arrivait dans le champ culturel un petit peu comme le virus dans la machine, si je puis dire, avec justement des machines qui venaient remettre un petit peu en question toute la chaîne de valeur de la création, de la conception à la diffusion, la production, la médiation, la monétisation, enfin tous les modèles. Et l'intelligence artificielle était déjà utilisée au début des années 2000 et même avant, dans les années 90. Par les artistes du numérique, surtout ce qu'on appelle art génératif et comportemental, on y reviendra. Donc on a soutenu plus de 500 productions dans ce domaine-là, productions artistiques. On a soutenu également, on a valorisé plus de 5000 artistes de la scène internationale des arts numériques. Et puis ces 20 ans d'activité nous ont amené à ouvrir le Cube à Garges grâce à la rencontre avec le maire de Garges, qui est un des plus jeunes maires de France. Peut-être que ça joue sur son implication extrêmement forte dans ce projet. Et donc, on a ouvert le Cube il y a 1 an. C'est un lieu de 10 000 mètres carrés qui regroupe 6 grands équipements culturels interconnectés, ce qui permet de faire des parcours transverses, d'innover dans les parcours qu'on peut proposer au public. Entre la diffusion, les pratiques, la formation, enfin tout un tas de choses. Et surtout, l'ensemble de ces activités sont augmentées par les potentialités du numérique. Par exemple, le théâtre, qui est un théâtre conventionnel, s'augmente de capacité numérique pour pouvoir faire, par exemple, de l'immersif, on voit arriver aujourd'hui beaucoup de choses dans ce domaine-là. Donc, c'est un lieu qui a ouvert il y a 1 an. On a accueilli plus de 60 000 visiteurs. On a formé plus de 10 000 jeunes au numérique créatif et citoyen. On en reparlera peut-être, mais cette idée de favoriser l'empowerment créatif, comme disent nos amis canadiens, l'empuissancement, c'est-à-dire les compétences, notamment les compétences douces, les compétences psychosociales qui permettent aujourd'hui de pouvoir évoluer, co-évoluer avec les outils numériques et avec la puissance de feu qu'ils apportent, mais qui changent aussi les modalités finalement d'organisation, de travail, de conception, enfin tous les sujets dont on va parler. Voilà, donc ça fait 1 an qu'on est ouvert et ça commence plutôt pas mal. Oui, et puis ce que tu dis déjà, enfin on va en parler, mais ça reprend vraiment ce que dit Dominique Cardon sur la question de la culture numérique. Apprendre à coder c'est bien, mais savoir décoder c'est mieux. Et puis aussi ce que disait Bernard Stiegler,
sur la question de l'incapacitation, qui était un élément clé, puisque le numérique, c'est le pharmacone, hein, c'est aussi bien le remède que le poison. Et donc, il était vraiment là-dessus. Et d'ailleurs, il nous manque. Thierry, toi, de ton côté, tu as eu un parcours de dessinateur de BD, puis tout d'un coup, tu as plongé dans cet univers. Ça n'a pas été facile, d'après ce que je sais. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire et puis ce fameux Initial A qui est une BD superbe? Oui, moi, fort de mon parcours de bande dessinée, d'explorateur de l'image depuis 20 ans, la bande dessinée, pour moi, c'est de l'exploration de l'image et de la narration. Hein. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, depuis les grands maîtres de l'époque Métal Hurlant et de la contre-culture de la fin des années 70, début 80, la BD est un terrain expérimental où on aligne des images dans une narration séquentielle, où on essaye des choses pour raconter des histoires à son public, si on en a un, si on a réussi à le trouver. Ce processus d'expérimentation étant toujours très fort dans ma démarche, au fil de mon parcours, il se trouve qu'à l'été 2022 déboule dans nos fils d'actu l'annonce d'IA générative d'images. À l'été 2022, c'est-à-dire en juillet, mes fils, mes adolescents me montrent quelques vidéos YouTube de bêta-testeurs qui avaient eu la chance d'accéder aux premiers tests IA sur Crayon. Je crois que Crayon était déjà livré en pâture au public, mais c'était quand même un petit outil, on va dire pas terrible. Crayon, vous savez, c'est le petit ersatz de Dali. Je sais plus si Dali était ouvert au grand public, mais je crois que toujours est-il qu'on parlait beaucoup de mid-journée, quoi. Mais c'était en bêta-test. Donc, il était prévu que la version 3 ouverte au public arrive. Donc, moi, j'attendais ça, non pas avec impatience, plutôt avec terreur. Et j'avoue que mes deux ados, 20 et 18, ils m'ont pas rassuré. Ils m'ont simplement ils m'ont conseillé d'ouvrir les yeux. C'est très différent. Donc, lorsque c'est arrivé, ils m'ont installé Discord sur mon ordi. Moi, je suis absolument pas de culture geek et j'ai aucun outil de ce type-là sur mon ordi. Nous voilà donc en train d'installer Discord et puis mes deux fistons en train de me dire vas-y papa, fais pas ton vieux con et puis essaye. T'es dessinateur, ton métier c'est l'image. Tu peux pas faire autrement que de. Mais j'en étais convaincu, hein, mais sauf que je me mentais à moi-même et je faisais un petit peu de résistance technophobe. Parce que j'ai une tendance à la technophobie, à la base. Il faut le savoir, c'est tout le côté paradoxal de l'histoire. Donc me voilà donc en train d'essayer mid-journée, de regarder sur tout ce que font les autres sur Discord, de voir des choses immondes, d'une kitschitude absolue, une espèce de masse assez vulgaire, de cyborgs, de guerrières cyborgs en string, de monstres intergalactiques dégoulinant dans une esthétique vraiment là, pour moi c'en est trop. Et puis au milieu de ça, je vois quelques perles, je vois des gens qui tentent dans leur prompt. Je regarde surtout les prompts, je regarde les images qui sont les résultats, mais je regarde aussi les prompts, parce que c'est ça qui est intéressant. Je regarde qu'est-ce qui a pu générer une telle horreur. Attends, je coupe juste une seconde pour ceux qui nous regardent. Le prompt, c'est la nouvelle façon en fait de donner à l'intelligence artificielle générative les éléments pour que soit sur texte, soit sur image et maintenant sur vidéo, elle réponde de manière conforme ou non. Hein, elle peut halluciner. D'ailleurs, on parlera des hallucinations parce que dans le processus créatif, c'est quelque chose qui peut être important. Mais voilà, c'est la nouvelle façon de générer l'image. Et en fait, l'image, le texte, la vidéo. Et en fait, avant, les gens faisaient de l'intelligence artificielle avec les chatbots sans savoir qu'ils faisaient de l'intelligence artificielle. Avec l'arrivée de ces outils-là, ils ont commencé à comprendre ce qu'était l'intelligence artificielle et ce qu'elle pouvait rendre, avec ce côté à la fois impressionnant, mais pour autant, et on le verra, pas forcément, vu que c'est du probabilistique, hein, pas forcément de qualité, ce que dit Thierry. Thierry, je te redonne la parole. Et donc le prompt, c'est ni plus ni moins que du langage naturel humain.
c'est pas du codage du tout, ce sont des portions de texte qui sont clairement explicites, où on demande clairement à la machine de nous produire telle ou telle image. Donc ça comporte tout un tas d'éléments, on y reviendra sûrement plus tard d'un point de vue technique. Enfin, technique de rédaction des prompts. On demande le contenu de l'image, on demande des influences, on demande tout un tas d'éléments techniques concernant le cadrage, la profondeur de champ, tout un tas de choses, et tout ça est écrit noir sur blanc. Bon, ouais, sur ce fil Discord, donc au tout début, à l'été 2022, sur la version 3 d'une journée, je regarde donc ce que promptent les gens, et ça m'intéresse de voir la relation qu'il y a entre ce qu'ils ont écrit et l'image qui est produite. Je vois que la plupart du temps, les images LED, assez consensuelles, assez lisses, assez imprévisibles, résultent de prompts assez médiocres, avec une vacuité de langage et de vocabulaire voilà, qui fait qu'on peut pas obtenir un. Et en revanche, je trouve quelques perles. Je vois des gens qui s'essayent à prompter de la poésie, par exemple. Je suis tombé sur et c'est vrai, c'est vraiment pas l'anecdote que j'ai inventée sur le moment. Je vois un gars qui prompte du Baudelaire et qui se met à produire des images. Bon, évidemment, il avait insufflé aussi des notions de vieilles photos anciennes et de noir et blanc, et qui renforçait aussi le côté enfin voilà, qui rendait cohérent son intention. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Et puis de fil en aiguille, je commence par regarder vraiment cet outil-là qui est nouveau avant même d'essayer. Et puis à mon tour, après, je ferme tout ça, tout le fil Discord du public, je le mets de côté. J'arrête de regarder et je me mets au travail, si on peut appeler ça un travail. Mais alors moi, je sors pas Baudelaire. Ouais, j'adore Baudelaire, mais je sors un vieux bouquin, voilà, dans la collection livre de poche. Il est très vieux, hein, il est d'époque. Les Chroniques martiennes de Ray Bradbury. Je prends le deuxième chapitre, je recopie bêtement les premières phrases et j'obtiens des images super intéressantes. Vraiment, je me régale parce que j'y mets dedans. Bon, il y a eu quelques imageries à l'époque pulp SF dans les années 60 autour de l'œuvre de Bradbury, mais pas tant que ça. Et ce qui fait qu'elles sont très peu indexées sur le big data. Il y a très peu d'occurrences concernant les illustrations des illustrateurs américains qui ont travaillé, et notamment sur les chroniques. Il y a eu très peu de choses. Donc que Midjourney m'a fait, je comprends très vite qu'il m'a pas fait un collage, qu'il m'a pas fait un patchwork, qu'il n'a pas été me chercher les bouts d'illustrations qui ont été faites autour des Chroniques martiennes pour me faire un assemblage et me proposer un résultat. C'est pas ça du tout qui s'est passé, puisque moi j'ai insufflé, à la suite du texte de Bradbury, le début du deuxième chapitre, j'ai insufflé des envies, des intentions de dessin, de style, d'influence. Je crois que j'avais mis Durer ou Gustave Doré, j'avais mis gravure, eau forte, pour essayer, et j'avais mis aussi comics années 50, noir et blanc, vintage, vieux papier, des choses qui me touchent, moi, qui font partie de ma culture d'ado. Et voilà, je me retrouve avec une image magnifique, enfin pour moi, qui correspond à mes goûts, qui correspond à ma culture, et du coup je suis très fier. Je la montre à mon éditeur de l'époque, avec qui je viens de finir un bouquin. Je lui dis, t'as entendu parler de ce truc-là, c'est complètement fou ce qui se passe. Alors regarde, et puis après j'ai fait d'autres images, je vous passe les détails, mais je fais comme ça toute une petite collection d'images. Je lui montre. Il trouve ça fascinant. On en parle très peu hein, à la fin de l'été 2022. Les médias se sont pas encore emparés de l'affaire. Au même moment, je ressors de mes tiroirs, comme une intuition, un vieux scénario que j'ai écrit en 2019, c'est ça, au sortir du confinement 2020, je crois, ou pendant le confinement, je sais plus. Un récit de SF, qui est une première pour moi. J'avais jamais écrit de scénario de SF. Oui, je suis auteur BD, je suis scénariste et dessinateur depuis 20 ans.
Mais la SF, je m'y étais jamais attaqué frontalement. Peut-être par peur, parce que je mets ça sur un piédestal. Donc, toujours est-il que je ressors ce scénario, je le fais lire à mon éditeur, mais il l'avait déjà lu une première fois. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu imagines que ce scénario de SF, je le dessine avec cet outil de SF. Non pas, voilà, on oublie l'idée que ce soit moi qui le dessine ou qu'éventuellement on le confie à un autre dessinateur, parce qu'on avait pensé aussi à ça, que ce scénario, je le confie à un confrère voilà, dont j'aime le boulot, j'avais plusieurs pistes. Il me dit, c'est une idée folle. J'en parle à la direction et on voit ce qu'on fait. Entre-temps, moi, je fais 20 pages. Je monte 20 planches sur ce principe-là. L'intro de mon scénar, où je prompte image par image, voilà, je prompte des images, hein, je prompte pas des planches de bande dessinée. Les planches de BD, je les construis manuellement sur Photoshop, à la main, à la souris, à l'ancienne. Voilà, je pose mes bulles, mes textes off, etc. Je fais mon découpage de cases, page par. Et je fais donc une petite série de 20 pages qui sont vraiment chouettes, quoi. Et, enfin, qui sont vendeuses, on va dire. Qui sont vendeuses pour le projet. Et, bon, ben voilà, Grégoire montre ça à la direction et Banco, c'est parti, on signe un contrat, et avec un avaloir, on a une mention droit. Livre programmé pour la rentrée littéraire de 2023. Donc, je me mets au travail. Ça me laisse un peu de temps. Beaucoup moins de temps que d'habitude parce qu'on part sur le principe que je vais faire ça vite. Évidemment. Je suis pas à ma table à dessin pour réaliser concrètement les images. J'ai besoin de temps pour prompter, pour réfléchir et pour mettre en page ma BD. Donc, j'ai quand même besoin de temps. À la louche, j'avais estimé ça à 5 mois de travail. Donc, ça nous laisse, on est nickel dans le timing. Le rétro-planning est bon, on prévoit une sortie pour la rentrée littéraire de 2023, c'est-à-dire septembre, fin août, quoi. Et puis, me voilà parti. Septembre, octobre, novembre, ChatGPT arrive, les médias s'emballent, l'opinion publique suit, tant bien que mal avec ce que les médias amènent comme bille de réflexion, c'est-à-dire pas grand-chose, truc très manichéen et très anxiogène et très catastrophiste. Donc du coup, le milieu du dessin, de la bande dessinée, de la littérature jeunesse aussi, de l'illustration et de la littérature, parce que ChatGPT touche au texte. Donc évidemment, les gens de la littérature s'inquiètent, mais les gens du dessin, voilà, avec les IA génératives comme Midjourney qui est super puissant, et ils prennent peur. Mais moi, le premier, si on lit Initial A, ce bouquin, c'est un livre qui résume toutes mes peurs sur la numérisation du monde, l'algorithmisation des cerveaux et comment une civilisation arrive, ça je sais que Thierry, ça va te parler, comment une civilisation arrive à un tel point de numérisation, arrive à ne plus avoir de sens commun, arrive à ne plus pouvoir faire société. Ça parle de ça, Initial A. Et sous la forme d'une allégorie, cette petite Alice qui est téléportée dans une planète parallèle, une espèce d'exoplanète parallèle. Et c'est une métaphore qui raconte ça, comment ce personnage que j'ai inventé, qui est une Alice, une espèce de dérivé de la Alice de Lewis Carroll, mais comment cette Alice qui est dans mon histoire l'allégorie de l'âme de l'humanité, comment le narrateur du livre, qui est presque qui est un personnage omniscient, qui lui parle, ils dialoguent tous les deux, comment ce narrateur va essayer de lui faire retrouver la mémoire pour essayer de retrouver du sens commun, pour essayer ce que j'appelle moi le récit avec un grand R, comment essayer de faire que Alice va retrouver le récit qu'elle a totalement oublié. Je vais juste finir ton histoire. Finalement, tu peux pas le sortir avec l'éditeur, tu passes par Ulule, ça marche super bien et tu arrives à sortir le bouquin. Mais finalement, le monde de l'édition BD a rejeté ton projet par peur, hein, pour résumer. Du coup, tout ce que tu viens de dire m'amène à une question pour Nils. Au-delà de comment utiliser finalement ces outils numériques au sens large pour qu'ils servent l'inventivité, la créativité numérique, pas le copycat,
parce qu'on voit beaucoup de copycat, de gens qui reprennent des chats. La dernière vidéo de Sora qui est impressionnante, hein, parce que c'est un travelling, etc. Mais c'est un chat. Bon, ça a aucun intérêt, etc. Après, on pourrait poser la question de 80% de la production audiovisuelle n'a pas forcément grand intérêt, et ça peut être copié. La question, c'est comment en tant que citoyen, sur tous ces outils-là, et ces outils créatifs en particulier, on arrive à maîtriser à la fois le désir d'inventivité, de créativité, de nouvelles propositions artistiques, tout en gardant le contrôle et avec un retour sur l'esprit critique. Alors, c'est vrai dans la créativité, mais ça va être vrai dans tous les domaines. Alors, beaucoup de questions, effectivement, et notamment après ce que Thierry Murat a dit, ça soulève beaucoup de choses dans des registres assez différents. Et peut-être si je rebondis sur une des dernières choses qu'il a dites, moi je pense que effectivement ChatGPT arrive un petit peu dans nos vies comme la calculette est arrivée il y a une trentaine d'années et qu'elle était, je me rappelle, interdite au collège, au lycée, parce qu'on disait on ne saura plus calculer, on ne saura plus faire de tête des calculs. Et puis finalement, aujourd'hui tout le monde utilise la calculette. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que ChatGPT, c'est un peu la calculette littéraire qui arrive. Bon, évidemment, avec les biais algorithmiques, etc., elle n'est pas complètement neutre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, elle arrive comme un assistant qui peut permettre d'explorer des possibles. Et ça change un petit peu, finalement, pour moi, la physionomie de l'artiste, qui devient un peu un artiste curator, c'est-à-dire un artiste qui, un peu comme un commissaire d'exposition, a plein d'œuvres, il va devoir choisir, faire un parcours avec, écrire un récit avec ce parcours. Et d'une certaine manière, c'est un peu ce que, il me semble, l'artiste commence à faire aujourd'hui, c'est-à-dire que l'IA lui propose tout un tas de possibles et il dispose, il choisit ce qui l'intéresse, il assemble, il combine, etc. Mais au-delà de de la dimension purement combinatoire que peut amener la puissance de l'IA, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui relève un peu de ce qu'on pourrait appeler une propriété émergente, c'est-à-dire qu'il y a un processus itératif qui se fait entre l'artiste et l'IA, d'où émerge quelque chose qui échappe à l'artiste et qui échappe à l'IA, quoi. Voilà. Et je crois que c'est à la jonction des deux que quelque chose émerge. Et bien entendu, l'artiste aura toujours évidemment le dernier mot. Enfin, pour moi, il n'y a aucune crainte à avoir. De la même manière que quand l'automobile est arrivée, Ford avait eu cette formule célèbre, il avait dit si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient demandé des chevaux qui courent plus vite. Aujourd'hui, on a des machines qui nous permettent de faire des choses extraordinaires, mais qui nous emmènent effectivement dans des domaines qui sont encore relativement vierges, où tout est à explorer, où je pense qu'on est vraiment au tout début de l'impact de l'intelligence artificielle, et effectivement qui va déboucher dans tous les métiers. Et pour répondre à ta question, ça pose une vraie question de société, de démocratie. Tu l'as dit, Cynthia Fleury dit que sans citoyens capacitaires, il n'y a pas de démocratie capacitaire. Eh bien, comment on fait pour armer, entre guillemets, les citoyens face à ces disruptions? Alors moi, je le prends dans l'autre sens. Enfin, je vais quand même évidemment répondre au comment, mais je le prends dans l'autre sens, c'est-à-dire que pour moi, finalement, ces technologies hyper puissantes, ces super pouvoirs qu'elles nous donnent, n'arrivent pas complètement par hasard dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui face à des défis absolument colossaux autour de l'environnement, le réchauffement climatique, autour de la disruption des modèles économiques, autour des crises sociales, des crises de l'effet de la globalisation du monde, etc. Et je pense que ces technologies qui amènent la connectivité et qui augmentent nos capacités cognitives devraient pouvoir nous aider, à développer une intelligence collective, qui déjà dans beaucoup de domaines se fait, notamment la recherche, et puis deux, je disais tout à l'heure que finalement l'intelligence artificielle augmente nos capacités cognitives et notre, entre guillemets, intelligence. Eh bien, moi j'ai envie de dire, laissons l'intelligence à l'intelligence artificielle et occupons-nous de la conscience. Et c'est peut-être ça le saut qualitatif que l'humanité peut
commencer à entrevoir, grâce à ces moyens de connectivité et d'intelligence collective et d'intelligence artificielle, peut-être qu'on va commencer à pouvoir résoudre des problèmes qui aujourd'hui nous paraissent presque indépassables et passer à une nouvelle forme de conscience pour la planète. Voilà, moi c'est cet horizon-là en tout cas que je vois, et c'est ça qui m'anime au quotidien, et je pense que c'est ça qui anime toute l'équipe du Cube, d'être dans cet mouvement d'accompagnement de la transformation, et donc d'armer les citoyens, effectivement, par l'éducation. J'ai dit, on a formé plus de 10 000 jeunes cette année au numérique créatif et citoyen, pour justement développer déjà les compétences techniques, les compétences douces, psychosociales, on les a évoquées, les savoir-être et les savoir-faire, tout ça, ça marche ensemble aujourd'hui. On peut pas faire de l'intelligence collective si on développe pas dans la collaboration, la participation. Ici, les droits culturels sont vraiment inscrits dans ce que fait le Cube. Et l'IA pose, on y reviendra peut-être, mais l'IA pose des problèmes aujourd'hui géopolitiques où on utilise des clouds avec de la data, mais la data elle est culturelle et chaque pays a sa culture. Donc quelle va être la data dominante demain sur laquelle s'appuiera l'intelligence artificielle? Ça pose des vraies questions de civilisation, et donc on voit que la diversité culturelle est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui à protéger. Parce que sinon on ira vers un monde qui pense de manière unique et puis qui peut donner des dérives comme le crédit social en Chine. Chinoise, oui. Voilà, c'est ça. Donc il y a un vrai enjeu de former les citoyens dès le plus jeune âge aux opportunités et aux risques, aux menaces de l'intelligence artificielle, de conscientiser toutes ces choses-là. Et il me semble que les artistes de tout temps ont été finalement, ont toujours été des explorateurs de tendances, de futurs possibles, ils ont toujours œuvré à représenter des dimensions du réel qu'on ne percevait pas encore, à nous les faire sentir, et avec un accès, je dirais, direct par l'intuition, par le sensible, par l'émotion, etc. Donc cette porte d'entrée sur les nouveaux possibles, elle est pour moi extrêmement importante et déterminante dans les processus d'accompagnement des publics, c'est-à-dire que par l'art numérique, on a une porte d'entrée sur l'exploration de plein de possibles, et notamment des possibles rendus possibles par les nouvelles technologies, pas que évidemment, hein, c'est aussi, je dirais par exemple, quand on pense à phénomènes plus sociologiques ou des choses comme ça, aujourd'hui on a beaucoup de data. Si je prends un artiste comme Refik Anadol, par exemple, qui utilise des milliards de données pour représenter des données qui peuvent être sociales, purement sociales, et donc d'un seul coup, on comprend, on fait des corrélations, enfin l'IA permet de faire des corrélations qui permettent de rendre visibles des phénomènes sociaux qu'on ne pouvait pas percevoir tellement avant. Donc finalement, l'IA, c'est un peu comme des lunettes augmentées sur le réel, qui nous permettent de lire des choses qu'on ne voyait pas avant, et les artistes ont cette capacité de représentation extrêmement simple, enfin simple, ça veut pas dire que c'est simple à faire, hein, mais d'accès facile par l'émotion, le sens, etc. Donc pour moi, c'est une porte d'entrée qui est absolument essentielle aujourd'hui pour amener les questionnements sur nos croyances, nos représentations. Thierry disait tout à l'heure qu'il y a la problématique du récit commun. Bah oui, à l'ère des IA, à l'ère de la globalisation, à l'ère de l'interconnexion de tout et de la compréhension d'ailleurs des interdépendances entre les choses, de la complexité. Oui, la question du récit aujourd'hui, elle est centrale. Quel récit commun pour faire un monde commun, quoi. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est plutôt dans un espèce de phénomène inverse où tout le monde crie sur les réseaux sociaux, mais où personne s'écoute. Et comment on va arriver à renverser la tendance pour qu'on arrive à être dans une écoute qui permette de commencer à créer un univers commun, la noosphère de Teilhard de Chardin, quoi. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu d'éducation, de formation des jeunes et des moins jeunes évidemment, hein, à ces bouleversements. Et c'est en tout cas un des axes très forts de l'activité du Cube. On est quand même, on a eu la machine à vapeur qui a délégué notre force physique à la machine. On a eu la rupture numérique, et là on était sur le cognitif, c'est plutôt l'imprimerie, et qui a fait qu'on déporte, on délègue quand même à la machine notre cognition.
si on veut être sur l'augmentation cognitive, il faut éviter d'être dans la délégation cognitive. Et donc ça passe effectivement par la question de l'éducation. Alors du coup, j'ai quand même une autre question parce que ça me taraude depuis un petit moment là quand je vois les évolutions. J'ai regardé l'autre fois comment avait évolué ce fameux robot femme Aïda, je crois, ou Aïdia. Qui est saoudienne. Enfin, qui a eu la premier robot à avoir eu la nationalité saoudienne. C'est possible. En tout cas, qui a été bourré d'informations sur les courants artistiques. Et dans les premiers temps, elle a fait des choses totalement inintéressantes. Elle faisait de la reproduction de choses de monnaie, etc. Elle sculptait aussi. Mais bon, ça avait très peu d'intérêt. Et un jour, personne ne sait pourquoi, elle s'est mise à créer. Elle s'est mise à inventer des nouvelles formes et des nouveaux courants artistiques toute seule. L'avantage du robot IA, c'est que elle travaille 24 sur 24, 7 sur 7, donc elle a des pinceaux, de quoi sculpter, de quoi, etc. Et aujourd'hui, Christie, Softbuys, etc. L'utilise et ça se vend très cher. Alors du coup, je vais poser la question à Thierry. Thierry, est-ce que tu crains pas qu'à un moment, malgré tous les efforts qu'on fait, on n'ait pas un risque de perte de contrôle quand même malgré tout? De la part du milieu artistique, enfin des gens qui se positionnent comme tels avec un parcours artistique, une démarche artistique et puis un objectif artistique. Je suis pas inquiet parce que, comme disait Niels, ils sont là pour nous ouvrir les yeux depuis la nuit des temps et nous proposer des expériences et des espèces de Rimbaud disait que les poètes étaient des voyants, c'est un peu ça, pour filer la métaphore. Non, je suis pas inquiet pour le milieu artistique. Alors du coup, tu dirais quoi? Je suis inquiet pour d'autres raisons et pour la mise en. Bizarrement, on parle de récits communs et de choses à mettre en commun, mais attention, quoi, ces outils-là sont extrêmement puissants et je crains que entre les mains du plus grand nombre et dans un esprit de démocratisation comme ça de génération d'images fixes ou d'images animées ou d'audio, de vocaux, c'est super dangereux. C'est super dangereux parce que tout le monde n'a pas la culture la culture artistique suffisante pour savoir ce que ça génère de créer de la fiction. La fiction, c'est quelque chose de très sérieux et de très dangereux. C'est-à-dire que quand on a la prétention en tant qu'auteur de proposer une œuvre de fiction, on fait un pacte avec le public. On fait ce qu'on appelle en littérature un pacte fictionnel. C'est-à-dire que on est d'accord sur le principe, je vous raconte une histoire. Je vous raconte un mensonge, entre guillemets, un bon mensonge poétique et littéraire qui va peut-être vous raconter la vérité. Mais ça, et ça, tout se fait dans un pacte. On est d'accord sur le principe. Là, quelqu'un qui va prompter à la va-vite une espèce une idée farfelue d'image complètement Macron qui vide les poubelles ou le pape en doudoune Balenciaga, c'est le plus bel exemple de stupidité où là il n'y a pas de pacte fictionnel. Le monsieur et madame tout le monde d'un seul coup se dit je vais faire du délire avec l'IA et non, là ça va pas. Et là ça va pas et on en revient vraiment à l'importance de l'éducation. Et quand je parle d'éducation artistique, c'est pas éduquer les gens à devenir artistes, mais c'est éduquer les gens à reprendre conscience de savoir qu'est-ce que c'est que la proposition artistique. Qu'est-ce que c'est que la proposition artistique par rapport à une déferlante de fake. Moi, j'ai entendu, alors je me souviens plus de son nom parce que c'était un politique australien qui disait que si on voulait redonner à la politique son sens noble, il fallait s'inspirer de la culture et des artistes. Et je trouve ça très très juste comme remarque. Et par rapport à ce que tu viens de dire, Thierry, donc je vais demander je vais rebondir avec Niels. C'est vrai qu'on a deux grosses tendances en ce moment. On est arrosé de trucs qui n'ont aucun intérêt parce que les gens savent pas prompter, savent pas corseter le truc, etc., etc. Donc c'est du moyenné, ça n'a aucune valeur ajoutée. Mais c'est vrai dans tous les domaines.
Ça peut être dans la direction de com, les services de presse, des gens qui font des pseudo-images qui balancent sur les réseaux sociaux, etc., etc. T'as ça. Puis d'un autre côté, tu as quand même une grosse tendance, parce qu'on est quand même dans un contexte géopolitique qui est difficile. La Chine, la Russie, qui sont très très forts en IA, contrairement à ce que les gens pensent. La Chine est d'ailleurs peut-être plus forte que les États-Unis dans le domaine. La question se pose. On sait qu'on va se faire arroser de deepfake, mais de deepfake, là pour le coup, très 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 bien fait. Moi, j'ai fait des tests où tu changes ta voix, tu changes ta langue. C'est de plus en plus réaliste, etc. Comment la culture peut appréhender ce phénomène et quelque part aider à le contrer. Alors c'est un sujet absolument majeur, parce que je ne sais plus si c'est Zuckerberg qui disait récemment, ou Elon Musk, enfin peu importe, qui disait récemment que pour lui, d'ici même pas 10 ans, on ne pourrait plus déceler le vrai du faux dans la production d'images de quelque type que ce soit. Qu'est-ce que ça veut dire d'une société s'il se passe ça, voilà, si on ne croit plus en rien? C'est-à-dire que c'est la post-vérité, quoi. Donc quand on l'ère de la post-vérité, ça pose une question. Sur l'IA chinoise, effectivement, il y a des chances qu'il soit, enfin des chances, des risques plutôt qu'il soit très 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 fort et plus rapidement, je dirais, que le monde entier, pour une raison très simple, c'est que comme c'est une dictature, tout est intégré, et à partir du moment où tout est intégré, quand vous faites marcher toutes les boîtes ensemble, évidemment, ça va plus vite, quoi. Donc c'est juste un petit avantage compétitif dont il faut évidemment tenir compte. Et pour revenir sur ce que disait Thierry également, je pense que le récit, oui, c'est quelque chose qui est extrêmement, qu'il faut prendre très au sérieux, parce que le récit est performatif. Le récit, c'est ce qui permet de fabriquer du réel. En réalité, quand on regarde toutes les innovations qu'on a aujourd'hui, c'est des innovations qui étaient déjà dans la science-fiction il y a des décennies, ou dans l'imaginaire collectif il y a des siècles. Il suffit de relire Philippe K. Dick ou oui, c'est ça. Et même si on revient à Aristote, il y avait déjà l'idée des robots, etc. Donc, d'une certaine manière, le récit est performatif. C'est une antichambre de la fabrique du réel. Donc effectivement, la question du récit et donc de la vérité entre guillemets, on sait qu'il n'y a pas de vérité, mais en tout cas voilà, de ce qu'on raconte, de l'intégrité de ce qu'on raconte, oui, c'est une question qui est très importante. Et passer à l'ère de la post-vérité, ça pose vraiment des questions très très fortes en termes d'éducation, mais je dirais même déjà de sensibilisation des publics. Je pense qu'aujourd'hui... Parce que moi, ça me fait penser à Mad Max. Oui, après, on rentre effectivement dans des scénarios où tout est possible. Voilà, ça c'est un vrai sujet. Et la culture là-dedans, alors, je vais être un petit peu, comment dire... je vais faire synthétique, comme on dit, donc peut-être un peu à la serpe, mais moi, je pense que la culture institutionnelle, je cible personne en particulier et encore moins les organisations de terrain, mais globalement la culture, je pense qu'elle ne fait pas le job aujourd'hui. C'est-à-dire que dans toutes les entreprises, dans toutes les organisations, depuis au moins 20 ans, il y a beaucoup de questionnements qui se font autour de ces arrivées de par vague d'innovation. La culture commence à peine tout juste à soulever la paupière gauche, quoi. Donc, et ça, je pense que c'est très dommageable à la société, parce que précisément, la culture, c'est ce qui nous permet de faire du vivre ensemble. C'est ce qui nous permet d'avoir des récits communs. Et donc, je pense qu'il y a une réforme culturelle institutionnelle à faire. Une fois de plus, je pointe personne en particulier. Il faut bien comprendre que c'est une question de système qui est en place et qui a du mal à évoluer, comme dans toutes les autres organisations. Mais il est temps, je pense, aujourd'hui, de questionner ce système. C'est pas pour rien qu'on s'est appelé pôle d'innovation culturelle. On était centre de création numérique à Issy-les-Moulineaux. Il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans, c'était très, avant-gardiste. Pôle d'innovation culturelle, ça dit en creux que oui, notre objectif, c'est de questionner les formes et les finalités de la culture au XXIe siècle. C'est quoi faire culture au XXIe siècle? Et je vais prendre un exemple de choses qu'on a faites ici. Dès qu'on a démarré, une des premières choses qu'on a faites, ça a été de créer à l'intérieur de ce qu'on appelle un pôle développement chez nous, on a créé un lab d'impact.
Et ce lab d'impact, c'est quoi son objectif? C'est premièrement de mettre, je dirais, d'aligner les valeurs fortes qu'on porte, des valeurs qui peuvent être des valeurs d'éthique du numérique, d'éco-responsabilité, d'éducation aux médias, de droits culturels, etc., etc. D'aligner ces valeurs avec des sujets de transformation territoriaux ou sociétaux, hein, parce que le territoire, évidemment, il y a du local, donc c'est toujours un peu spécifique, mais il y a aussi des enjeux transverses qui sont au niveau de la société, donc de regarder quels sont ces enjeux, à la fois locaux et globaux, et puis de dire, eh ben, on va essayer d'améliorer nos pratiques sur chacune de ces thématiques. Je prends par exemple l'éco-responsabilité. Eh bien, l'éco-responsabilité dans les pratiques culturelles, comment on aborde ça? L'éthique du numérique. Comment on aborde l'éthique du numérique dans nos métiers? Je rappelle que le Cube, c'est 6 grands équipements culturels, théâtre, cinéma, exposition, fabrique, école d'art avec théâtre, danse, musique, il y a un Fab Lab, il y a des studios d'enregistrement, enfin, on touche à peu près à tous les métiers des industries culturelles et créatives, y compris la mode, puisqu'on a un Fab Lab textile. Donc on touche à toutes les ICC, comme on dit, industries culturelles et créatives. Eh bien, la question qu'on se pose, c'est comment on peut améliorer les processus ou la chaîne de valeur, on va dire, à l'intérieur de tous ces métiers, en allant ausculter maillon par maillon de la chaîne de valeur, là où on peut faire mieux. Sur l'éthique du numérique, on travaille avec une quinzaine d'experts, dont des personnes comme Laurence de Villers, qui est chercheuse au CNRS, sur la question de l'éthique des algorithmes pour la Commission européenne, l'IA Act, etc. On travaille avec des gens comme ça pour essayer justement de mieux accompagner les publics dans les prises de conscience, la formation et puis aussi comment on agit. Sur l'éco-responsabilité, on a la chance d'avoir le soutien de la fondation Daniel et Nia Carasso, donc grâce à eux, on a pu mobiliser là aussi des experts de haut niveau en termes d'éco-responsabilité pour regarder sur la chaîne de valeur comment on pouvait améliorer les choses. Et on tombe bien entendu sur des sujets paradoxaux. Je vais donner un exemple. Quand on parle de production ou de diffusion / éco-responsabilité, on trouve beaucoup de choses qu'on peut améliorer sur, par exemple, la circularité des matériaux, sur le réemploi des matériaux, sur plein de choses. En revanche, si on commence à regarder la partie conception, création pour les artistes, est-ce qu'on peut commencer à mettre des cadres, des barrières, des limites dans le travail? Par définition, non. L'artiste, il doit avoir un libre arbitre, sinon il peut pas faire son métier de création. Donc là, on tombe sur des nœuds, si je puis dire, qu'il faut arriver à intégrer sans comment dire, abîmer évidemment. Mais sans dévoyer en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Donc c'est un vrai travail qu'on fait pour essayer de voir dans la culture comment on peut améliorer les pratiques. Et puis, il y a une autre chose, moi, qui m'a formé quand j'étais jeune, c'est que j'ai été membre assidu d'une MJC, Maison des Jeunes de la Culture, hérité de l'ère Malraux, qui était cette idée de réunir la culture et le social. Et j'ai vécu une MJC qui était vraiment excellente, avec beaucoup d'activités, et moi-même étais très impliqué dedans. Et je dois avouer que cette Maison de la Culture m'a formé littéralement plus que l'école. J'ai appris plus de choses là, dans ce collectif, que quelque part à l'école. Et eh bien, si on se pose la question de c'est quoi la maison de la culture au XXIe siècle, par rapport à Malraux, ça remonte quand même à quelques décennies. Eh bien, pour moi, c'est Malraux, son rêve, c'était de réunir la culture et le social. Pour moi, aujourd'hui, on ne peut plus regarder la question de la culture sans avoir une approche systémique, l'approche de la complexité d'Edgar Morin. C'est-à-dire que la culture doit se poser la question de son impact ou de sa relation, évidemment, au social, mais aussi à l'économie, aussi à l'éducation, aussi à l'écologie. Je pense que c'est tout comment dire, cette hybridation-là qu'on doit faire aujourd'hui pour repenser la culture. Et par exemple, quand on dit économie, il y a encore des gens dans la culture, ça fait monter au créneau, comment le business c'est le diable. Moi, une question très simple, par exemple, on sait que
Les industries culturelles et créatives représentent un des secteurs en plus forte croissance pour les décennies à venir, c'est l'ONU qui le dit. C'est des milliers de nouveaux emplois qui se créent à l'aune de numérique et de l'IA, etc. Comment on fait pour amener les jeunes vers ces nouveaux métiers? Eh bien là encore, je pense qu'il y a une porte d'entrée royale, je le disais tout à l'heure, qui est l'art numérique, qui permet de rentrer dans des nouveaux imaginaires, et à partir de là, ceux qui auront, chez qui ça pourra déclencher des vocations, on les prend par la main et on les amène sur des formations, etc. Donc on peut véritablement faire le lien avec le développement économique, en tout cas à l'échelle d'un territoire, sans problème. Ce que font les Canadiens très bien. Je reviens de Montréal, où j'ai fait une mission vraiment d'études sur comment Montréal, ville créative, numérique et inclusive, a réussi en un espace de 20 ans à devenir un spot mondial. C'est très très intéressant à observer d'un point de vue de transformation territoriale. Et un des enseignements, c'est celui-là, c'est que art numérique et ICC, là-bas, ça marche ensemble. Culture, ICC, art numérique, ça marche ensemble, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, quand je dis art numérique, je veux surtout pas être exclusif. Art numérique, pour moi, englobe art, évidemment. L'art, c'est la base, donc toutes les formes artistiques. Simplement, toutes ces formes artistiques, aujourd'hui, trouvent des augmentations avec le numérique. Mais je ne les dissocie évidemment pas du tout, quoi. Avant de te passer la parole, Thierry, je te laisse réfléchir pour rebondir sur la même question. Ce que je retiens, c'est moi aussi, j'ai grandi dans les quartiers, à Vaux-en-Velin. Finalement, le seul lieu qui était vraiment intéressant, c'était la MJC, parce qu'il se passait plein de choses, qu'on rencontrait des gens différents. Et moi, ma culture, avant de lire, je l'ai faite par la rencontre des gens différents qui m'ont permis d'être curieux, ouvert, et qui ont développé mon esprit critique, par la même occasion. Bien sûr. Donc la pluridisciplinarité, j'y crois. On parle même de transdisciplinarité. J'y crois comme un des éléments de solution. Thierry, par rapport à cette double tendance, le côté probabiliste moyen, qui fait que on a des choses vraiment inintéressantes qui se diffusent, et d'un autre côté la question géopolitique, on va avoir des élections avec du deepfake très évolué. Ça te dit quoi d'un point de vue de la culture? Vous vous souvenez de cette toile de Magritte, ceci n'est pas une pipe? Bon, tout est dit. C'est-à-dire, je pense que on a quand même oublié quelque chose, c'est que de tout temps, depuis qu'on barbouille sur les parois rocheuses des grottes, nous les sapiens, on sait très exactement que la représentation du réel n'est pas un réel. On l'a su pendant des années, pendant des siècles, y compris sur les chemins de croix dans les églises, y compris dans la statuaire grecque, etc. La représentation du réel n'est pas le réel. C'est un récit, encore une fois. Sauf que il s'est passé quelque chose à la fin du XVIIIe, extrêmement important, qui est un cataclysme dans ce concept de la représentation du réel, c'est l'invention de la photographie. À partir de ce moment-là, la photographie est devenue plus qu'une représentation du réel, comme elle pouvait l'être lorsqu'elle est peinte ou dessinée. Elle est devenue un clonage du réel. Elle est devenue un calque du réel, alors que c'est ni plus ni moins que de la peinture faite avec des pigments argentiques et de la chimie, et on est d'accord. Et puis c'est un regard, donc c'est un récit. Oui, ça a changé notre regard sur la représentation du réel. D'un seul coup, ce type de représentation du réel est devenu, on lui a donné une valeur de preuve. En plus, on lui a donné une valeur de preuve et on lui a donné une valeur on l'a considéré comme identique au réel. Exactement l'écueil qu'on peut rencontrer dans ce qu'on appelle l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'on confond la divinité et la représentation de la divinité. Ça s'appelle l'idolâtrie. Et la photographie et je pense que là, on se rend compte aujourd'hui, mais c'est fini ça, puisque la photographie n'a plus valeur de preuve. Puisqu'aujourd'hui, on ne sait plus distinguer, tu disais tout à l'heure, Niels, tu citais Zuckerberg, je pense qu'il dit beaucoup de conneries, mais pour le coup, il a raison, que oui, il a raison, c'est fini, ce distinguo entre la vraie photo ou la fausse photo, ça n'a plus de sens. Maintenant, on est dans de l'image qui va
une profusion d'images qui va être diffusée, mais qui n'aura plus valeur de preuve comme depuis toujours, hein, comme depuis toujours avant l'invention de la photo. Je sais pas si ça vous... Non, très bien, mais Nils a envie de rebondir. Ah oui, j'avais envie. Ça provoque des choses chez vous. Bah, chez Nils, visiblement. Oui. J'avais envie de faire un petit rebond parce que tu as dit, tu as cité cette œuvre, Ceci n'est pas une pipe. Et en fait, moi, je voulais parler d'un bouquin. En tout cas, je voulais, parler de ce livre qui m'a marqué, qui s'appelle le titre, c'est Le Code de la créativité. Qui a été écrit par un mathématicien qui s'appelle Marcus de Sautois. Alors, je crois savoir que c'est un mathématicien réputé aux États-Unis, qui est du genre médaille Field ou un truc comme ça, hein, équivalent chez nous, et qui s'est attaqué à cette question de la créativité. Est-ce que l'IA peut être créative? Et donc, il a vraiment tordu le modèle, si je puis dire, dans tous les sens. Et ce bouquin est absolument éclairant et passionnant. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que la baseline du titre, Le Code de la créativité, c'est « Ceci n'est pas une pipe ». Ah. Donc c'est ça qui m'a fait penser à ce livre. Et vraiment, je vous invite à le lire. Moi, ça a été voilà. Concernant la photographie, quand la photographie, je suis tout à fait d'accord avec ce que Thierry a dit, et quand la photographie est arrivée, donc d'une certaine manière, on était encore dans la peinture hyper réaliste à l'époque, et arrive la photographie, qui détrône d'un seul coup cette capacité de représentation du réel. Qu'est-ce que ça a provoqué? Est-ce que ça a été la mort des artistes? Pas du tout. Ça a amené les artistes sur un autre champ, ça a déporté les artistes sur une autre dimension du réel, de manière de représenter le réel. Et ça a été l'impressionnisme. C'est-à-dire que plutôt qu'aller représenter le mieux possible le réel qu'ils avaient devant les yeux, d'un seul coup, ils se sont mis à le représenter sous l'angle de leur perception à eux du réel et de nous montrer avoir leur propre humanité. Pour reprendre une image que j'aime bien, ils nous ont aidés à voir l'âme de la statue, c'est-à-dire derrière la pierre, qu'est-ce qui voilà. Et ça, je pense que ça a été évidemment un saut très fort dans l'histoire de l'art et qui n'est pas fini, qui est loin d'être fini. Et finalement, l'IA aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? À partir du moment où elle s'appuie sur des données qui viennent du monde entier, qui sont multiculturelles, transculturelles, pour reprendre le mot que tu disais tout à l'heure. Finalement, ce que c'est en train de faire, toute cette production d'images à partir d'IA, c'est en train de nous tendre un miroir de nous-mêmes. On est en train de se voir tel qu'on est. On a les démocraties qu'on mérite, qu'on va voter, on a les images qu'on mérite, d'une certaine manière. Et donc, ce miroir qui nous est tendu, je suis absolument convaincu qu'il va faire ce que disait Thierry tout à l'heure, à savoir que des artistes, face à ça, vont se dire, mais moi, ce miroir, il me convient pas. C'est pas ça que j'ai envie de montrer de notre humanité. C'est pas ça c'est pas intéressant. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce miroir qui me montre tel que j'ai pas envie de me voir? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Et je pense que là, on rejoint la question du sens, on rejoint la question de la conscience, et c'est pour moi une très bonne nouvelle que ce miroir soit tendu à notre humanité. Et ma foi, c'est pas très agréable de se regarder, de se trouver un peu moche, mais c'est ce qui nous fait peut-être progresser en se disant, bah, je vais essayer d'être mieux. Et c'est valable pour la démocratie comme c'est valable pour l'art, quoi. Merci messieurs. Pour finir cette conversation que j'ai trouvée magnifique. Merci. Merci à toi. Juste une dernière question. Si vous aviez un message à passer et 1 à 2 artistes que vous considérez comme étant vraiment innovants dans le domaine de la culture numérique ou de l'IA en général. Thierry, on commence par toi. J'aime bien les recherches expérimentales que fait un garçon qui habite visiblement en Californie, qui s'appelle Babe Elliott Baker. Je regarde ce qu'il fait sur le groupe Best of AI sur LinkedIn. J'aime bien la manière dont il déconstruit toute cette frontière ténue entre le réel et le fictionnel et la représentation du réel et la plasticité de la peinture et aussi la plasticité de la photographie, une espèce de mélange expérimental grâce à Midjourney. Je trouve que c'est un beau boulot. Après, il se perd parfois, mais comme nous tous. Moi aussi, je suis dans l'expérimentation comme ça, vraiment très libre actuellement sur ce même groupe Best of AI, et par moments, on voit beaucoup d'horreur.
et y compris des choses que je poste moi-même. Hein, on est dans l'expériment. Oui, oui, mais enfin, bah, c'est normal. Non, mais je n'en fais pas de livres ou de choses sérieuses publiables ou diffusables. C'est vraiment une bande de joyeuserie qui expérimente un peu comme faisaient les premiers photographes. Il y avait à boire et à manger, hein, fin 18e, hein, avec les pictorialistes qui côtoyaient les impressionnistes. Tu en parlais, Nils. Bref, c'est une autre époque. Qu'est-ce que j'aimerais donner comme conseil? Parce que le même conseil que tu veux dire par rapport à l'utilisation d'une IA générative d'image ou un conseil de vie. Ce que tu veux. Libre à toi. Hein. Peut-être. Voilà, pour rester dans le sujet de la génération d'images artificielles, le même conseil que je donne à mes étudiants lorsque je fais des workshops en école d'art, je leur dis de se cultiver, je leur dis de réactiver ce processus de culture visuelle qui va nourrir leur langage, leur vocabulaire, qui va leur permettre de mieux prompter. Si jamais ils ont envie de persévérer dans cette voie de la génération d'images génératives. Hein. Après, moi, sur ces workshops, je ne fais pas de prosélytisme. Je suis avec des étudiants qui pratiquent le dessin, qui pratiquent le graphisme, la photo. Et moi, j'essaye de les amener vers une hybridation. Donc, forcément, il n'y a pas de prosélytisme sur l'utilisation de l'IA dans ce type d'atelier que je fais. Mais par contre, on est obligatoirement à un moment ou à un autre confronté à la problématique du prompt. Qu'est-ce qui fait quand on fait un bon prompt ou un mauvais? Je suis quand même sidéré la plupart du temps de voir l'effondrement culturel qu'on vit depuis au moins une bonne décennie. C'est-à-dire qu'on a paradoxalement un accès à la culture qui est phénoménal de par nos moteurs de recherche, mais je ne sais pas comment je trouve un manque de curiosité dans cette génération là qui a la vingtaine. Je généralise un peu, mais il y a quelques exceptions qui confirment la règle, hein, mais plutôt qui affirment la règle. Mais alors je leur conseille de se remémorer, de se refaire un petit corpus visuel, culturel, de se remémorer ce qu'ils aimaient à l'adolescence, quelles étaient les séries animées qu'ils regardaient à la télé, quels étaient les bouquins qu'ils lisaient, quelle était la musique qu'ils écoutaient, tout ça, de se remémorer tout ça, histoire d'avoir un corpus culturel qui va pouvoir nourrir leur imaginaire, qui va leur permettre de se raconter une petite histoire et qui va, à partir de ça, leur permettre de se mettre au travail sur un vrai prompt. Un vrai prompt, c'est-à-dire un prompt qui raconte quelque chose et qui donne envie à son public plus tard d'apprécier l'image qu'on propose, pas juste frontalement balancer une description comme ça à brut pour point. Non, c'est bien de se raconter une petite histoire, de la nourrir de son imaginaire, de sa culture et de la mettre en forme avec un joli vocabulaire, avec des belles phrases bien construites, faire une description à la Balzac, hein, c'est ça le bon prompt. Mais au-delà de la description à la Balzac qui est très touffue, aussi ne pas oublier à mettre des choses extrêmement précises, comme des mots-clés dans le système, un petit peu le même principe que le nuage de mots, qui lui va être très impactant et très précis. Donc c'est un mélange de tout ça, un joyeux cocktail, et je les invite à bosser de cette manière, moi, mes étudiants. Et voilà, pour répondre à ta question, le conseil le plus fort que j'aimerais donner, c'est vraiment revenir à se construire un corpus visuel très très fort, très copieux pour pouvoir ensuite demander aux algorithmes de faire une synthèse de tout ça et non pas de lui demander de nous produire quelque chose par défaut, parce que c'est souvent ça qu'on voit dans la production massive d'images aujourd'hui, malheureusement. C'est des gens qui promptent par défaut et on obtient des images par défaut. Merci, monsieur. Nils? Alors, une petite chose avant de te répondre, parce que je trouve que c'est la situation est plutôt, comment dire, elle m'invite à ça. Il s'avère que je suis assez fan d'un auteur de science-fiction que Thierry Murat doit bien connaître, qui s'appelle Daniel Goussens, qui est vraiment quelqu'un que je suis depuis longtemps. Et
j'ai eu la joie d'inviter à un rendez-vous des futurs, une émission que j'anime avec Éloi Choplin, et j'ai découvert à cette occasion qu'en fait, il est chercheur en intelligence artificielle. Il enseigne et qu'il est maître de conférence sur le sujet, ce dont il ne se vante jamais. Je l'ai découvert par hasard. Il n'en parlait pas de lui-même. Voilà. C'est juste pour dire que c'est pas incompatible. On peut être un magnifique auteur de BD avec une créativité, je crois, qui a été multi-récompensée et pas pour rien, et en même temps faire de l'intelligence artificielle et enseigner, etc. Je trouve intéressant des deux côtés, de toute façon, tu as une recherche approfondie. Donc voilà, exactement. Et je sais pas quelle relation il a pu trouver d'ailleurs entre les deux, mais certainement que ça a nourri quelque chose, évidemment, dans son imaginaire. Sur la question du conseil, alors moi je me prends surtout pas pour le pape, mais j'ai envie de dire, le conseil que je pourrais donner, c'est n'ayez pas peur. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui on est dans une transformation du monde qui est extrêmement forte, hein, qu'on voit, et elle est systémique et elle est profonde. Et évidemment, ça soulève une anxiété, notamment très forte chez les jeunes, plus de 30% en psychiatrie, etc. Enfin, les chiffres sont assez alarmants, et c'est tout à fait légitime que ces anxiétés soient là. Pour autant, je pense que précisément l'enjeu qui est derrière tout ça, c'est d'arriver à déconstruire nos récits, nos croyances limitantes, qui sont devenues limitantes, pour bâtir des nouveaux récits. Hein. On a beaucoup tourné autour de cette notion de récit depuis tout à l'heure. Et je pense que effectivement, c'est toute la problématique de l'humanité depuis l'aube des temps. C'est-à-dire que les récits, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble, de faire société, mais en même temps, c'est ce qui crée un enclos commun. Nos valeurs, et nos codes, etc. Tout ça, c'est un enclos commun. Et toute la question, c'est d'arriver à dépasser l'enclos, dépasser l'horizon pour grandir d'une certaine manière en conscience. Et passer à un vivre ensemble qui soit planétaire et plus simplement dans son petit village gaulois. Donc moi je dirais c'est la question de la confiance. J'enseigne également à Sciences Po, à Mines Télécom, et la première chose que je dis à mes étudiants, c'est utiliser ChatGPT. J'ai aucun problème avec ça, alors qu'ils ont des devoirs à faire, etc. Je leur dis simplement, quand vous l'utilisez, soyez le prof de ChatGPT et pas le contraire. C'est à vous de corriger ChatGPT et voilà. Dompter la bête. De dompter la bête, exactement. Mais en revanche, ceux qui disent surtout pas de ChatGPT ou qui dans la création, on l'a vu à Hollywood ou ailleurs, là encore pour des raisons qu'on comprend, hein, qui sont quand même des raisons de tout simplement pouvoir continuer à vivre de son travail. Donc la question du droit d'auteur et tout, je respecte infiniment. Mais en même temps, de là à tout bloquer, tout arrêter et dire on arrête tout, on ne touche plus à ces outils, il me semble que c'est revenir un peu à l'âge du feu, quoi. Oui, c'est même une hérésie. Voilà, ça n'a pas vraiment de sens par rapport au progrès justement qu'on peut tirer de tout ça, même si aujourd'hui on est encore dans une phase très exploratoire et certainement encore un peu décevante. Mais Rome s'est pas fait en un jour, comme dirait l'autre. Après, sur les artistes, il y en a tellement que moi qui m'ont permis comment dire, de comprendre, de conscientiser des choses et à qui je dois vraiment beaucoup de ce point de vue-là, qu'il serait difficile de faire une hiérarchie ou de faire, voilà. Je peux en citer quelques-uns, mais ça veut pas dire que. Non, mais c'est l'idée, c'est surtout pour ceux qui nous écoutent, pour les amener à peut-être aller voir leurs travaux. Peut-être parmi ceux qui, il y a plus de 20 ans maintenant, il y a bientôt 30 ans, m'ont permis d'avoir des déclics, je dirais, sur ce qui se passe aujourd'hui même, hein, mais voilà, il y a 30 ans, ça a été des déclencheurs. Je pense à quelqu'un comme Jean-Pierre Balp, qui est un chercheur en génération automatique de texte, et qui faisait, il y a déjà 30 ans, des romans génératifs. Et nous, on lui avait fait une commande pour un festival. On lui avait dit, est-ce que tu peux nous faire un roman génératif qui se passe avec des habitants d'Issy-les-Moulineaux, qui se passe dans des lieux d'Issy-les-Moulineaux, et dont les pages générées en flux viendraient s'afficher sur les écrans urbains d'information urbaine, donc les écrans numériques. Et donc, toutes les 5 minutes, une nouvelle page s'affiche comme ça dans les écrans de la ville. Et les gens étaient en bas de l'écran, il y avait un numéro de téléphone que les gens pouvaient appeler, et on leur disait, un peu comme dans le livre dont vous êtes le héros, il y avait une question qui était, est-ce que vous souhaitez que, je me rappelle plus les noms, mais que Eva rencontre Pierre au Café des Trois Colonnes. Donc c'était participatif, en fait. C'était participatif. Et donc les gens
mettaient leurs réponses, le logiciel faisait la sommation et la nouvelle page s'affichait. Et pour remercier les gens qui avaient participé, ils avaient en prime avant tout le monde, en SMS, le bout du roman génératif. Eh bien, quand on a montré ça, je vous dis ça, c'était en 2005, quand on a montré ça à une délégation de Sud-Coréens, d'industriels sud-coréens dans le numérique qui est venu et qui a vu ça, ils étaient verts, quoi. Et c'était d'une puissance d'imaginaire qui était extrêmement forte. Ce roman urbain, participatif, génératif, enfin, voilà, ça nous mettait à l'envers, quoi. Et donc, il y a des artistes comme ça qui, pour moi, ont été vraiment fondateurs de justement comment traverser l'horizon et voir. Et finalement, aujourd'hui, il y a les prompts qui permettent d'aller beaucoup plus vite dans la génération d'images ou de textes, mais ça relève du même principe, c'est des algorithmes derrière. Donc voilà, il y a des artistes historiques comme ça qui m'ont moi beaucoup formé, si je puis dire, et puis des artistes plus contemporains, comme Refik Anadol, qui est un peu la coqueluche de la Silicon Valley aujourd'hui, parce qu'il a eu, c'est quelqu'un qui a compris la puissance de la data, qui a compris que la corrélation de data, de différents types de data pouvait permettre. C'est Michel Serres qui disait le nouveau apparaît à l'intersection. La corrélation, c'est de l'intersection. Et donc, la puissance de feu des machines qui permettent de faire de la corrélation en permanence et de créer du nouveau en flux, ça, il l'a très très bien compris et il fait des œuvres qui sont assez incroyables en utilisant des données qui peuvent être de la météo, qui peuvent être des océans, des fonds sous-marins, qui peuvent être social, urbanistique ou autre. Et il croise tout ça et ça donne des phénomènes assez que je trouve assez en plus beaux, quoi. Il dit une chose qui est tout à fait juste. Il dit l'IA, la data a remplacé le pigment, l'IA a remplacé le pinceau. C'est exactement ça. On est exactement dans ça aujourd'hui, quoi. C'est l'atelier de l'artiste d'aujourd'hui. Quelque part, c'est ça. Voilà. Après, d'autres artistes, j'aime bien quelqu'un comme Maurice Benayoun. Ouais. Qu'on connaît depuis longtemps, qui est un artiste français, qui a notamment, qu'on a pas mal exposé ici, et notamment avec une œuvre qui s'appelle le Brain Factory, et qui est comment créer directement par la pensée. Alors je vais pas dérouler parce qu'on est parti pour un quart d'heure, c'est une œuvre extrêmement intéressante et très complexe, mais la proposition c'est ça, c'est vous asseyez dans un truc, on vous met un casque et de l'analyse d'activité cérébrale, et on vous propose de créer directement par la pensée, et ce que vous avez créé, vous pouvez l'imprimer en 3D et repartir avec votre sculpture chez vous. Vous pouvez le convertir en NFT et l'échanger sur une place de marché. Voilà, enfin ça va assez loin dans la proposition. Et puis une dernière chose peut-être là pour faire un petit point d'actu et de publicité, mais il s'avère qu'on a une œuvre actuellement dans notre exposition, une exposition sur les néo-matérialités, donc comment le biomimétisme inspire les artistes. Et là, c'est Nicolas Michel qui a fait une résidence avec le CNRS. Donc on a un partenariat avec le CNRS et qui a fait une œuvre qui s'appelle Exposome, où l'idée c'est, et pour moi je trouve ça hyper intéressant parce que pour moi c'est le portrait du XXIe siècle. On disait tout à l'heure la photographie, ensuite, enfin même la peinture réaliste, ensuite la photographie, ensuite l'impressionnisme, et bon, on passe après par toutes les époques de la peinture moderne, et on arrive aujourd'hui à quelque chose d'encore nouveau qui est typiquement ce type d'œuvre, où le portrait de quelqu'un est représenté par de la data épigénétique ou de la data de comment ça s'appelle tout ce qui relève des données biométriques. Voilà. Et donc, pour être concret, le public est amené à remplir un questionnaire où il dit est-ce qu'il fume pas, combien de cigarettes par jour, qu'est-ce qu'il mange en général, où est-ce qu'il habite, est-ce qu'il y a de la pollution, enfin voilà, il y a plein de données qui sont rentrées. Le système analyse tout ça et va vous représenter, mais en réalité, il représente vos données biométriques supposées à travers ce que vous avez dit. Et d'ailleurs, un des projets de l'artiste, c'est de mettre un capteur de self-quantify pour aller plus loin après. Et ça vous représente sous une forme qui est très belle en plus, qui est vraiment très très belle, mais qui a plus rien à voir avec évidemment un portrait. Donc on est passé dans quelque chose qui est devenu totalement subjectif, très beau par ailleurs, mais chaque personne aura une représentation très différente, quoi. Et cerise sur le gâteau, quand on a demandé au CNRS, qu'on leur a dit mais est-ce que un chercheur, lui qui connaît le code, il sait comment l'image a été générée, est-ce que lui, il va être capable de dire cette personne-là, je peux vous dire que elle fume, elle ci, elle ça, il est capable de la décrire? Ils nous ont dit oui, absolument, c'est un langage. C'est un langage, et un langage, ça donne un récit. On est toujours dans cette histoire-là, quoi. Donc, c'est des nouveaux récits avec une nouvelle grammaire qui sont en train d'émerger.
grâce à la data, à l'IA, et qui vont une fois de plus nous permettre d'élargir considérablement notre rapport au monde, notre conscience du monde et notre conscience de l'autre. Et puis je terminerai juste en disant que finalement cette machine qui évolue, bah, comme dit justement dans l'auteur du Code de la créativité, il dit peut-être que ça va nous amener à essayer de comprendre comment la machine pense. Et comprendre comment la machine pense, c'est à un moment donné, c'est aussi se poser la question de l'altérité de l'autre. Mmh. Finalement, il dit très justement, si on pouvait faire parler un lion, il y a de fortes chances qu'on ne comprendrait pas ce qu'il dit. Parce que juste, on n'a pas la même façon d'être au monde. Il pense différemment, oui. Voilà. Et donc, peut-être qu'un jour, on arrivera à comprendre comment la machine pense, et peut-être qu'une relation d'altérité, voilà, d'altérité pourrait un jour arriver. Même si c'est tout ce qu'on souhaite, hein, parce que la situation actuelle ne montre pas forcément ça, mais empathie, altérité, effectivement, on va finir là-dessus parce que c'est très beau. Je vous remercie tous les deux. C'était passionnant. J'étais ravi. J'espère te voir bientôt à Bordeaux. Hein, c'est ça, t'es à Bordeaux, toi? Ouais. Ouais. Donc la prochaine fois que je passe à Bordeaux, on se croise et on se prend un café dans la vraie vie avec les vrais gens. Avec plaisir. Bon, merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle session. Merci.